au moins une trentaine de minutes pour un débat. Je vous prie, vous pouvez poser des questions supplémentaires puisque je suis sûre que notre présentatrice est absolument loin de expliquer toute la problématique du sujet. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. En fait, juste une petite question, s'il vous plaît. Les mèmes, est-ce qu'ils ont toujours dans la littérature, quand on dit un mème dans le discours numérique, ça veut dire qu'ils ont toujours une valeur ludique ou humoristique, ou ça peut porter sur d'autres tonalités, par exemple? Quand on parle de la définition des mèmes, n'est-ce pas? Donc, quand on parle des formes prototypiques, on souligne toujours le caractère surtout ludique. dans le domaine de l'analyse du discours numérique. J'ai analysé pas mal de mèmes, un peu, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Sauf, ça a toujours un aspect ludique, humoristique, c'est de la satire, c'est de l'ironie, mais voilà, je crois que oui, c'est vrai, c'est ludique, c'est pour jouer, c'est pour manipuler, pour jouer, pour montrer que dans mon cas, ce qu'on peut faire avec la parole politique. Au départ, des mèmes, des lolcats, n'est-ce pas, des mèmes qui se sont très répandus sur la toile, c'était des mèmes ludiques qui ont été souvent qualifiés de stupides, absolument stupides. Voilà. Exactement. Petite chose, et même c'est toujours dans l'enjeu politique de la participation en ligne, par exemple, ou ça peut porter pas seulement sur la politique. Ah oui, bien sûr. Comme je viens de dire, il y a des mèmes j'ai bien compris. absolument ludiques qui sont faits uniquement pour rire, qui sont qualifiés par certains chercheurs et par le public de stupides souvent. Mais les mêmes portent sur la politique, ont joué un grand rôle, par exemple, sur la toile américaine dans les campagnes électorales de Obama, puis de Trump aussi. Et apparemment, je crois aussi dans la campagne politique en Pologne. Les mèmes ont été souvent analysés de ce point de vue. Mais il y a des mèmes qui sont une satire sociale aussi. C'est pas seulement les événements politiques qui sont commentés, mais par exemple une série de mèmes, les problèmes du premier monde. Donc, les mèmes qui se moquent justement des problèmes du premier monde, c'est-à-dire des sociétés, des sociétés qui sont financièrement et civilisationnellement très avancées et favorisées, disons. C'est par exemple ça où il y a aussi beaucoup de commentaires sur la pop culture, sur les films. C'est pas seulement les acteurs politiques qui sont objets d'eux-mêmes. Et il y a les acteurs tout court, les acteurs hollywoodiens qui, par exemple, une série de mèmes avec Ryan Gosling. Je crois que cette série de mèmes, peut-être ça n'a pas, ça a un peu stoppé sa carrière, j'ai l'impression. C'était très ironique. Voilà. Donc, non, c'est la satire sociale. Et un peu, oui, en fait, les commentaires sur les acteurs, disons, sur les acteurs non seulement politiques, les grands acteurs de la scène publique, ce sont une sorte de satire sociale. D'ailleurs, beaucoup de travaux parlent de cette satire sociale profane dans les mêmes Internet. Oui. Merci beaucoup. Merci. Dans le chat, Anna Kuznik m'a signalé qu'elle voudrait poser une question. Alors, s'il te plaît, Anya, à toi. Tu dois brancher le micro, s'il te plaît.
on ne t'entend pas. Il y a un problème de micro. On ne t'entend toujours pas. Tu pourras peut-être écrire ta question. Et cependant, peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que je Bernadetta, oui. Pardon, Madame le professeur Parutinska et après Bernadetta, d'accord? Merci. J'aimerais tout d'abord, merci pour ta présentation, très, très rafraîchissante. Et j'aimerais poser une question sur l'énonciateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, dans la plupart, est-ce que tu as fait des statistiques, est-ce qu'il est anonyme? Parce que on parle toujours des énonciateurs anonymes et sur Internet qui peuvent se permettre de dire plus. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il s'affiche sur les sites comme auteur de ces mêmes? Je vois cela dans la perspective communicationnelle, disons que l'énonciateur anonyme est plus courageux peut-être sur Internet et ceux qui s'affichent son nom et ses données, son adresse. Il peut parfois vouloir se montrer lui-même, disons son intelligence, son humour, son sens de l'ironie. Il peut se valoriser en quelque sorte en faisant des mèmes satiriques. Oui, c'est vrai. Merci pour cette question. En fait, les chercheurs qui travaillent sur les mèmes soulignent soulignent très souvent que les mèmes sont anonymes, c'est-à-dire l'énonciateur n'est pas quasiment jamais mentionné. Ils soulignent que c'est la liberté de l'expression en ligne, que la critique des acteurs politiques n'est pas bloquée, etc. Mais et en fait, Marianne Pavot souligne aussi, enfin, elle ne travaille pas sur les mêmes, Marianne Pavot, mais elle a écrit sur les technographismes, par exemple. Donc, technographisme, les mêmes rentrent dans cette catégorie. Donc, on parle dans ce cas de l'énonciation augmentée, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, les mêmes sont co-construits par plusieurs énonciateurs, n'est-ce pas, en ligne. Il n'y a pas, enfin, ça rentre toujours dans une série. Le premier, disons, c'est très difficile de trouver le premier mème. On peut s'en douter seulement, n'est-ce pas? Le premier mème engendre les autres et inspire les autres internautes. Ils s'échangent comme ça. C'est participatif, n'est-ce pas? Donc, cette série des mèmes, les séries des mèmes sont co-construites. Mais je viens de dire que ce type de communication, la communication sur la toile, est très hétérogène. Et en fait, moi, maintenant, j'ai peur de dire toujours ou jamais. Parce que, par exemple, pour les mêmes français, il y a un site, le site qui s'appelle, j'espère que je vais prononcer bien, Yogat 999, qui est un site des mèmes politiques, souvent, mais aussi des mèmes qui critiquent qui fait de la satire sociale. Et c'est le site c'est le site de quelqu'un. Là, je ne peux pas citer le nom, mais voilà, dans ce cas, je me dis, tiens, ce sont des mèmes, certainement des mèmes, mais on ne peut pas dire qu'elles sont anonymes. Parce que, comme tu as dit, c'est le site de quelqu'un qui est maintenant très reconnu, qui a beaucoup de visiteurs et qui écrit, c'est le compte Instagram en fait. C'est le compte Instagram, c'est ça. Et ça ne rentre, de ce point de vue, ça ne rentre pas dans cette catégorie de l'anonymat complet, pas du tout. Tout au contraire, c'est le site qui se veut
enfin, présenté par quelqu'un, n'est-ce pas, je me dis souvent qu'il y a de tout dans cette communication sur la toile. Il y a de l'anonymat qui est vraiment, qui domine et qui est souvent dit, enfin, qui est souvent, on souligne souvent que c'est de la liberté sur la toile, mais pas toujours, ça dépend. Enfin, la toile est libre, c'est vrai, on peut choisir de fonder un site comme ça et puis de présenter, les mêmes. Mais dans ce cas, on peut se demander, est-ce que c'est toujours de l'énonciation augmentée? Moi, je peux répondre oui, parce que les mêmes sont fabriqués, vivent dans l'Internet. Et ce que fait le propriétaire de ce site, c'est d'imiter toujours, de transformer les formes, les modèles de communication qui sont là, que je vous ai décrits. Ouais, mais c'est le plus souvent, c'est anonyme, mais pas toujours. C'est pas... Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, avant de passer à Bernadetta et à Anna Gęsiska, on va réessayer peut-être avec Anna. Est-ce que maintenant, ça va. Oui, ça va. C'est mieux. Bonjour et merci pour cette conférence, c'est intéressante. J'aimerais, oui, je ne sais pas si cette question a été bien d'être répondue justement parce qu'il bon, je n'ai pas entendu la question complète et la réponse complète, mais dans le contexte du film de Jan Komas à Heider, que je viens de voir et je suis impressionnée par ce message. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut réellement analyser le contenu du produit sans être vraiment conscient du producteur, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu le film, en tout cas, il découvre tous les bon, je ne sais pas si tous les mécanismes, mais les mécanismes aussi politiques de contrôler les messages qui passent sur Internet dans les médias, disons, libres. Alors, il me paraît que c'est un autre stéréotype de penser que Internet et Facebook, surtout, sont des espaces d'échange non contrôlés, démocratiques, libres. Je crois que c'est un stéréotype et je ne sais pas si on peut vraiment continuer à penser dans cette direction-là, que l'Internet est vraiment si libre. Voilà. Une très bonne question, mais exactement, mais on ne pense même pas que enfin, il y en a qui disent que c'est libre, c'est démocratique, et puis les autres qui disent non, enfin, ouais, cette liberté a des limites, il y a les phénomènes comme le trolling, n'est-ce pas, c'est la manipulation, mais on peut dire que quand même l'Internet, c'est le réseau global. Le nombre de participants s'élève à quelques, je sais pas, 3 milliards d'internautes. Pas tout le monde produit des mèmes, bien sûr, mais presque tout le monde, enfin peut-être pas, mais il y en a beaucoup. Enfin, il y a des milliers, des millions de personnes qui les lisent. Et on peut se dire qu'il est assez difficile de manipuler quand même cette masse de données, n'est-ce pas? On peut manipuler un site, on peut manipuler un domaine, on peut manipuler pendant la campagne électorale, par exemple, mais ça dépend aussi de la dimension du groupe d'internautes, n'est-ce pas, qui participent. Je ne sais pas. Oui, mais c'est vrai, c'est un peu comme cette querelle des anciens et des modernes que j'ai évoquée en début pour illustrer les discussions sur les textualités numériques. Pour certains chercheurs, c'est nul. Pour les autres, c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose de fatal, à vrai dire. Mais pour moi, voilà, je me rappelle encore que les textes journalistiques, à l'époque, je me mettais à analyser les textes journalistiques. Les textes journalistiques n'étaient pas l'objet reconnu d'analyse linguistique.
Parce que les textes, j'ai analysé le discours rapporté dans Le Monde, dans les journaux français, et j'ai trouvé beaucoup d'opinions que l'objet de recherche, mon objet de recherche n'est pas à apprécier parce que c'est le langage des journalistes, c'est toujours manipulé, c'est du point de vue linguistique, des normes linguistiques, ce n'est pas apprécié du tout. Donc pourquoi analyser ça? Et maintenant, on a un certain surplus d'analyse, on en a marre d'analyser le discours journalistique. Donc ça, je ne sais pas, je crois qu'on ne peut pas trancher ici. Dans le fond, je crois que ça se voit. Je crois que le réseau global est tellement, enfin c'est global, ça contient tant d'internautes, ça fonctionne sur tant de domaines que c'est difficile de le manipuler quand même. Mais ce n'est pas impossible, bien sûr. Je peux dire petite chose pour cette question, s'il vous plaît? Oui, oui. En fait, je pense pour la question qu'il a posée, pour même vos commentaires, je trouve qu'en fait, il y a un livre qui est apparu en fin de l'année dernière, en 2022, d'un sociologue qui travaille sur la sociologie des médias, qui s'appelle Serge Plus. Le titre de ce livre, c'est La participation numérique, une injonction paradoxale. Il voit que c'est les deux, c'est en même temps, parce que la personne qui a posé la question, il dit que c'est pas tout à fait qu'on est libre quand on participe, si j'ai bien compris. En fait, il dit que c'est une société d'information versus société de contrôle. C'est participer en ligne, c'est comme des vecteurs d'émancipation et en même temps des vecteurs d'aliénation. Alors, ça pose quelque chose qui est contradictoire et un phénomène ou injonction paradoxale. Si j'ai bien compris le contexte dont vous parlez. Voilà, j'aimerais bien dire ça. Merci. Merci. Cependant, dans le chat, nous avons aussi une demande de répéter ou d'écrire le nom du site français. Elżbieta, que tu as cité tout à l'heure. Y-U-A-G-A-T. Yougat. Moi, je dis Yougat, mais et puis c'est 999. C'est un compte Instagram. Alors, je donne la parole maintenant à notre présidente qui aimerait aussi poser une question. Bernadetta. Oui, donc maintenant à titre plutôt de participante, mais je vous remercie en tant que participante à cette conférence vraiment de cette présentation qui était très, très intéressante et qui soulève beaucoup de questions et des questions qui sont vraiment actuellement très débattues, notamment la question de la catégorisation discursive, générique et textuelle des mèmes. Vous avez un peu touché à cette question. Je voudrais peut-être que vous développiez un peu ce sujet qui me paraît quand même crucial pour l'interprétation, en fait, si on considère que le genre du discours est quand même une sorte d'instruction d'interprétation pour le récepteur, alors ce sera quand même important de saisir à quoi on a affaire en fait quand on regarde les mèmes. Et vous avez parlé de cette anaphorisation en fait qui est pour moi réexploitée en fait dans le mème. Mais le mème, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de catégoriser le mème comme un hypergenre, donc un mode de structuration textuelle à des confins assez lisibles et clairs, mais quand même assez libre, et qui acquiert en fait sa forme finale et son sens final dans le cadre des discours politiques, ludiques et autres. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de... Vous avez évoqué les études et les recherches de Manguenot, mais il y a également Bazerman et d'autres chercheurs en fait qui développent cette notion. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette Ah oui, oui, merci. Cette question est très, 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 très importante. C'est vrai que c'est très difficile d'abord d'inscrire les productions en ligne dans un genre. Et pourquoi? Enfin là, quand on inscrit une production langagière dans un genre, on énumère les traits
stables, n'est-ce pas, des pratiques d'écriture stables, et stables dans le sens de répétitif, n'est-ce pas, qui détermine un genre. Et je ne sais pas, on peut. Parfois, je me dis, pas seulement moi, les autres chercheurs aussi, que le principe des textes numériques, c'est l'hétérogénéité. Donc, comment les inscrire dans un genre à l'aide des caractéristiques que nous avons déjà, qui sont là pour définir un genre. Par exemple, qu'est-ce que c'est comme texte? Même si c'est réduit, il y a la composante textuelle, n'est-ce pas, dans le même. Est-ce que c'est de l'oral ou est-ce que c'est de l'écrit? Parce que, par exemple, n'est-ce pas, donc il y a un genre, n'est-ce pas, littéraire, vous dites, ah, ça c'est un genre écrit, mais là, à chaque fois, il y a les deux ou les trois, les deux d'habitude, mais c'est ni oral, ni écrit. Est-ce que c'est un texte? Il y en a, enfin, ce n'est jamais fini, ce texte. Enfin, la série des mêmes, ça se termine, n'est-ce pas? Ça meurt des mêmes Internet, mais on ne sait jamais où est le début et la fin. Un texte, n'est-ce pas? Un texte pensé comme ensemble de mêmes. Enfin, c'est difficile, c'est très difficile d'inscrire les mêmes Internet dans un genre, sauf que on peut se dire qu'il s'agit d'une communication, il s'agit de textes numériques produits nativement en ligne, qui sont de nature, comme je l'ai fait, n'est-ce pas, qui ont une nature composite, verbalo-graphique, voilà, etc., etc. Mais certains traits ne sont pas attribuables, tout simplement. Je ne peux pas dire pour la composante verbale si c'est oral, si c'est écrit, que faire avec les modifications d'orthographe, par exemple. Le jeu linguistique, le lol-speak qui pénètre aussi dans les mêmes Internet. Ça, c'est pour catégoriser encore, Marianne Pavot propose de parler des technographismes. Techno, parce que c'est les nouvelles technologies qui permettent la production de ce type de texte, et technographisme parce que pour elle, graphisme, ça se rapporte au langage, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand même graphique parce que c'est écrit, n'est-ce pas, dans les séquences, enfin le verbal dans les mêmes, c'est écrit tout simplement, c'est graphique, c'est la représentation graphique, mais je ne peux pas dire que c'est écrit dans le sens, vous voyez, de la communication écrite, parce que c'est ni écrit ni oral, souvent c'est un peu ça, donc technographisme et graphisme parce que les didascalies, pour moi, ça a une forme graphique, c'est des images. N'est-ce pas? Donc, l'élément graphisme renvoie aux composants. Ça, j'aime bien ouais, ce serait cette catégorie des technographismes et on pourrait mettre les mêmes dans cette catégorie, mais comme ça arrive souvent à cette catégorisation au genre, il y a un sous-genre, n'est-ce pas? Technographisme, un sous-genre même Internet où vous avez des éléments qui mutent, qui se transforment, qui sont en mutation. Comme par rapport, par exemple, au GIF, c'est pas pareil. Il y a des dessins, des films qui se moquent de beaucoup de choses, mais qui ne sont pas des mêmes. Parce que ça ne fonctionne pas d'une manière sérielle, ça n'est pas soumis à la mutation, ça n'est pas produit en participation, ça ne relève pas de l'énonciation augmentée. Donc oui, la catégorisation technographisme peut-être, et puis voilà, quelque chose comme ça.
Et pour les aphorisations, pour moi, les internautes ne font que singer la communication politique, la communication officielle. Les aphorisations ont été décrites par Manguenau dans le cadre très, très général, mais le cadre de la presse écrite est là aussi, n'est-ce pas, très, très actuel. Qu'est-ce que font les journaux, surtout les journaux français, les polonais aussi? Ils détachent les propos politiques pour les souligner, pour faire le commentaire. Mais dans ce cas, c'est le professionnel qui le fait, n'est-ce pas? La communication reste verticale, c'est les professionnels, c'est les journalistes qui choisissent l'aphorisation, la mettent en valeur, la détachent sur le papier ou à la télé et font les commentaires. Et dans le cas de la ligne, c'est quand même pas pareil. Sorry, taki mamy klimat n'a pas été tellement commentée et mise en relief à la télé. La ligne a réagi d'une manière presque hystérique. Les internautes ont produit des centaines d'élèves. C'est pourquoi ça peut servir très bien comme exemple, parce qu'il y a des stades différents didascaliques et puis de mutation de la parole qu'on peut observer. Et voilà, donc oui, les aphorisations, les aphorisations, enfin, il y en a partout et il y en a aussi sur la toile. Merci pour cette réponse abondante. J'espère que Bernadetta est satisfaite. Et dans mon ordre chronologique, c'est à Madame Anna Gęsicka maintenant de poser la question, s'il vous plaît. Bonjour, Anna Gęsicka, l'Université de Toruń. J'ai une observation et une question, si je peux. En tant que médiéviste, en vous écoutant parler de cette relation parole-texte, de ce rôle de fonction des mêmes politiques, j'ai toujours pensé aux manuscrits lumineux et à ce type de petites images drôleries qui assumaient la même fonction. En fait, c'était une satire sociale, mais bien sûr, le public était moins démocratique et moins nombreux. Mais ma question, oui, mais je pensais à ce que pareil, en fait, dans la culture. Mais ma question est du point de vue médiévaliste, c'est-à-dire la réception du Moyen-Âge dans la culture. Est-ce que vous avez observé dans vos mêmes politiques une présence du Moyen-Âge ou non, en fait? Parce que je sais que parfois il est présent, bien sûr, mais je ne sais pas dans les mêmes politiques. Est-ce qu'il y a la référence ou non? Vous savez, mon dernier article, c'est sur le carnavalesque dans les mêmes politiques. En fait, ça se voit pas. Enfin, il faudrait voir des centaines de mèmes pour voir qu'à vrai dire, sur la ligne, vous avez un vrai carnaval au sens de Bakhtin. Et de l'exagération, des moqueries, enfin, c'est un peu la place, la ligne, avec les mêmes politiques, c'est un peu la place du carnaval. Je n'ai pas montré les didascalies qui sont vraies, avec les déguisements, par exemple. Vous voyez, se déguiser, les internautes déguisent les acteurs politiques, comme par exemple Poutine que vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, avec le maquillé et tout. Et puis, les perruques en tant que symbole de différence. Ça a une fonction, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ça. Si je pense maintenant au code graphique, etc. Mais peut-être il y en a, je n'ai pas remarqué. Mais ce que je me suis dit, c'est justement le carnaval. Je me suis dit, mais c'est carnavalesque. Voilà, c'est un peu ça. Se déguiser, se moquer des gens politiques, renverser la hiérarchie, n'est-ce pas? Pouvoir dire tout sur les rois.
et critiquer les rois, se moquer d'eux, déguiser, etc. Donc, il me semble que c'est de ce point de vue, c'est rien de nouveau. Sauf que j'ai l'impression que, ce qui me travaille, c'est cette grammaire visuelle. On voit nettement dans ce type de message que la communication devient graphique, c'est-à-dire les images réorientent les images. Oui, le graphique réoriente l'interprétation. Réoriente d'une manière vraiment, disons, radicale. Voilà, donc c'est à propos du Moyen-Âge, je crois que c'est avant tout cela. Oui, ça. Ce qui m'intéressait, c'était justement la présence graphique, mais peut-être la présence graphique. Les rois. Mais je connais pas tous les mêmes, n'est-ce pas? Donc c'est bien sûr c'est pas possible. Mais maintenant il me vient rien à l'esprit. D'accord. Merci beaucoup de votre conférence. C'était très très intéressant. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter une petite association, donc si je me rappelle bien, je crois que dans les mêmes, il y a aussi des moines, des religieux, donc ça c'est peut-être cette référence. Oui. Ça j'ai vu, je ne me rappelle plus des mêmes exacts, mais ça j'ai vu. Mais sauf que c'était peut-être, il y a des mèmes, des séries de mèmes qui ont été d'ailleurs analysés polonais. Ce sont des mèmes polonais qui portent sur la religion. Et peut-être, mais je me rappelle pas maintenant des symboles du type perruque de la monarchie absolue, de ce type de code dans les mêmes politiques que j'avais analysées. D'accord, merci beaucoup. Mais on peut en être presque sûr. C'est la question du temps ou de ramasser le matériel plus ample encore. Peut-être nous pouvons en faire. Merci beaucoup. Alors, j'ai noté encore 2 demandes de poser la question et je pense que nous pouvons nous octroyer encore un tout petit peu de temps pour donner la parole à Madame Mańkowska et après à Madame Tomaszkiewicz. Alors, s'il vous plaît, Madame Mańkowska. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette conférence vraiment passionnante et stimulante. Et ma question porte sur la présence ou le manque des mèmes qui concerne le discours de vulgarisation et de médiation scientifique, tellement présente dans les médias, tellement politisée, qui prend maintenant le versant de controverse. Plusieurs fois, on a parlé de Solidarité Climat, qui pourrait très bien se prêter à une interprétation dans ce sens-là. Alors voilà une toute petite question qui concerne le genre en fait, n'est-ce pas? Est-ce que dans ces sites de mèmes, est-ce qu'il y a ce type d'exploitation de mèmes? Ça, je crois pas. Ou peut-être j'ai pas été assez vigilante pour le découvrir. Mais dans les mèmes que je vous ai sélectionnés, je crois pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être c'est à venir encore, je ne sais pas. Non, mais je saurais pas. Là, je crois que c'est la question à travailler, c'est la question à étudier. Ou peut-être c'est encore le registre qui n'a pas été touché par les internautes. Peut-être ça ne rentre pas dans le type dans le genre, quoi, dans le type parce que en fait, ce qu'on voit aussi, c'est assez stéréotypé, n'est-ce pas, comme communication. Et beaucoup de mèmes sont produits sur la base ou à l'aide des outils comme générateur de mèmes. Générateur de mèmes, c'est pas seulement, c'est déjà, comment dire, il y a, par exemple, l'image est fixe, n'est-ce pas? L'image est fixe et puis il faut ajouter un texte où on peut mixer l'image. Donc, c'est peut-être, c'est là où il y a des limites, n'est-ce pas, de cette réflexion sur la parole politique. Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est peut-être ça, c'est assez stéréotypé quand même.
Par exemple, après la première des films, du film aux États-Unis, on installe sur la toile des mèmes pour, dans la campagne électorale des mèmes. Et dans ce sens, c'est, comment dire, ce n'est pas si libre qu'on en pense aussi. C'est la question de Anja Kuznick aussi, n'est-ce pas? Donc, dès qu'il y a des générateurs de mèmes avec la photo et tout, ça suggère quand même parfois des critiques. Et ça va dans un certain sens. Peut-être c'est pour ça il y a dès qu'il y a d'autres générateurs de mèmes, peut-être il y aura un autre type de réflexion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, merci. Alors, je donne la parole à Madame Tomaszkiewicz et j'ai aussi noté 2 autres demandes de la part de Madame Pawłowska et de la part de Madame Nowakowska. Je pense que ce seront les dernières questions pour aujourd'hui. Je pense que Madame Białacka sera disponible pour toutes les autres personnes. Comme toujours, elle est disponible si vous voulez lui poser d'autres questions. Personnellement. Alors, Madame Tomaszkiewicz, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais bien aussi remercier à cette présentation passionnante et la discussion qui suit montre combien d'éléments il y a encore à discuter. Mais j'aimerais bien soulever 2 éléments. C'est-à-dire, le premier, c'est que j'aimerais bien quand même revenir à la question ou au problème posé par Madame Wojciechowska. Et je pense que cette forme intègre beaucoup d'éléments qui existent quand même. C'est-à-dire, commençons tout d'abord par la notion de la communication multimodale. Déjà, avec la télévision, on a eu des problèmes de déterminer quels éléments et comment construisent un texte télévisé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une émission? Et dans cette forme, on avait aussi des éléments visuels très, très importants, et ces éléments visuels en forme d'image, en forme de schéma, etc., etc. La parole écrite, la parole parlée, c'est-à-dire l'élément verbal parlé, etc., etc. Après, cette division écrit-parlé a aussi beaucoup de problèmes à être soutenus et il est très difficile de donner une définition très exacte de ce que c'est qu'un texte parlé écrit. Je vais évoquer au moins le sous-titre filmique qui, à vrai dire, sont la transcription de la langue parlée, mais sont écrits, n'est-ce pas? En plus, les images en série sont connues depuis longtemps, même quand il n'y avait pas encore d'Internet. Par exemple, à Przekro, il y avait ces images de Filothèque, où il a fallu suivre un peu et connaître la série. Évidemment, ça n'avait pas la dimension mondiale comme ici, mais quand même, je veux dire seulement qu'il y a beaucoup d'éléments qui existent déjà et qui sont décrits, et peut-être ces descriptions, l'intégration de ces éléments dans plusieurs documents qui fonctionnent depuis longtemps pourrait aider à penser quand même à décrire le modèle compliqué, se composant de beaucoup d'éléments, mais déjà cette notion de multimodalité est peut-être un élément de départ, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose, évidemment, il y aurait beaucoup de problèmes à discuter, mais j'aimerais bien aussi revenir à cette notion ou vision d'un auteur. Mais très souvent quand même, ce sont des campagnes politiques, c'est-à-dire certaines mêmes, il me semble, sont commandées par certaines forces politiques et il y a sûrement des groupes des gens qui se spécialisent dans ça. Donc, je pense que là, il y a un élément aussi très important, très lié aussi à une sorte de propagande politique. Donc,
Cet élément est aussi, il me semble, donc, bon, la créativité de beaucoup de gens, c'est quelque chose de très important, mais je pense que dans beaucoup de cas, cette créativité est quand même d'une certaine manière stimulée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. En fait, pour le genre, pour revenir encore au genre, oui, c'est les textes, disons que les textes numériques sont multimodaux, mais c'est vrai, c'est en même temps, comme vous avez dit, rien de nouveau, n'est-ce pas? La multimodalité, c'est pas tellement, c'est pas tellement innovateur, mais ce qu'on souligne pour cerner la question du genre, par exemple, du genre, n'est-ce pas, dans le sens, par exemple, texte numérique, c'est la question de participation, de l'interaction en ligne, où celui qui parle, l'énonciateur, devient instantanément l'auteur aussi, n'est-ce pas? Donc, le web 2.0 est appelé le web participatif, et c'est la participation qu'on souligne, et justement ce type de messages sont produits dans ce cadre participatif. Par exemple, la télé, c'est multimodal, n'est-ce pas, si je me trompe, mais c'est pas quand même dans le cadre participatif. Je participe pas à la production des énoncés. La communication se passe sur l'axe vertical, et au moins, si en tant que public, il y a l'interaction toujours, n'est-ce pas, mais c'est pas instantané, ça ne rentre pas dans ce type de réaction instantanée, immédiate, comme sur la ligne. Donc, la participation, et ça conduit à un autre trait caractéristique, c'est-à-dire justement cette énonciation élaborée, les textes numériques sont souvent coproduits, et il est difficile d'indiquer l'énonciateur. Peut-être l'énonciateur principal, mais il y a plusieurs énonciateurs qui participent, qui offrent le produit, comme par exemple, je ne sais pas, les mêmes sur Macron ou sur Trump. Il n'est pas possible de proposer un mème pas possible, ouais, c'est difficile, c'est-à-dire les gens s'inspirent les uns les autres, ils s'échangent, n'est-ce pas? Ils coproduisent ça. Je crois que ça, c'est pas moi qui le dis, je profite des études qui sont déjà faites et qui sont déjà faites, et ça me semble pour inscrire ce type de message dans un genre, ça me semble differentia specifica, c'est quelque chose de spécifique, mais par rapport à d'autres messages multimodaux. Voilà, et peut-être pour revenir à la question de liberté, n'est-ce pas, de l'auteur qui est libre, oui, c'est vrai, même selon les études, si on peut dire que 4 milliards de personnes possèdent l'Internet, ils sont internautes, et dans les études qui analysent la participation, c'est-à-dire la vraie participation des internautes, il paraît qu'il y a 3, ça je cite comme ça, 3 ou 4 personnes qui participent vraiment, qui sont dynamiques, qui créent. Et qui créent des messages. Donc, c'est vrai que il ne faut pas exagérer. L'Internet est libre, il y a la liberté d'expression. L'outil est comme ça. L'outil sert à partager. On peut, à chaque fois, on peut prendre part, on peut participer à cette communication. On peut créer un mème sur Macron, sur Trump, on peut le poster, on peut le publier sur Facebook, sur le Twitter, partout, n'est-ce pas? Mais c'est vrai il me semble que dans les campagnes électorales d'il y a un certain temps, par exemple, je sais pas, 2015-2014, au moment où l'équipe politique n'ont pas encore peut-être maîtrisé la possibilité et tout simplement le pouvoir de la ligne, de la toile, c'était plus libre. Mais maintenant, on parle de plus en plus de trolling, justement,
justement des équipes politiques qui s'emparent des groupes d'internautes. Enfin, on est toujours libre. On peut prendre part à cette communication, mais l'Internet est global. On dit souvent, mais oui, mais vous pouvez participer, vous pouvez publier. Mais publier, et encore où? Sur le Twitter, où? Le Twitter, c'est quand même énorme. Si je publie seulement sur mon compte, c'est presque comme si je parlais avec ma copine seulement. C'est restreint. Ça ne veut publier sur le net, ça ne veut pas dire que ça devient public planétaire, n'est-ce pas? Ça devient public et planétaire au moment que c'est promu, c'est vraiment publié dans des groupes. Mais c'est vrai que certains même, mais on peut le vérifier dans l'encyclopédie des mèmes, Norio Meme, ont été vraiment publiés par des personnes privées, des photos tout à fait, enfin, on connaît leur identité, c'est marqué, c'est le nom, le prénom, la première photo publiée quelque part en Chine ou quelque part en France, en Amérique, et puis elle a été reprise par les internautes et a fait une carrière mondiale. Donc, ouais, je crois qu'on ne peut pas exagérer avec les libertés, non, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué comme chaque communication. Merci beaucoup. Alors, notre avant-dernière question est à Maya Pavlovska. Je crois que ça va maintenant. Bonjour, Gosia, j'aimerais moi aussi te féliciter pour ta présentation passionnante. Et j'ai une question qui porte sur une situation inverse, c'est-à-dire celle où un élément qui se porte à la satire, ce n'est pas un énoncé, mais une image, une photo à laquelle les internautes, une photo où il y a deux personnes, par exemple, deux politiciens se serrant les mains, et où les internautes ajoutent des répliques, forment un dialogue satirique. Est-ce que pour toi aussi, ce sont les mêmes? Ou non? C'est-à-dire, oui, ça peut, dans la mesure où ça rentre dans une série, n'est-ce pas, où ça forme une série et ces mèmes sont soumis à des mutations, ça devient des mèmes. Sinon, une image isolée, avec un dialogue inventé comme ça devient un GIF. Je ne sais pas, moi je prononce GIF, peut-être les Français prononcent GIF, c'est-à-dire une image amusante qui ne forme pas de série, qui n'est pas reprise par les internautes pour former un ensemble, tu vois. C'est des mèmes, c'est pour ça un peu des mèmes, concept emprunté à Dawkins, mais qui n'est pas, mais ce n'est pas son idée exacte du départ. Ça fonctionne comme des gènes, comme des unités, comme c'est génétique, c'est-à-dire ça se transforme. Des gènes, ça se transforme. La mutation est l'élément le plus important ici, n'est-ce pas? Ça se transforme, ça mute. Mais bien sûr, ça, dans la culture, ça ne mute pas d'une manière biologique, comme le voulait apparemment. Donc, il a dit on est déterminé, on suit toujours notre mimésis, on s'imite presque inconsciemment, il a dit. Alors ici, c'est intentionnel et ça devient même au moment où ça commence une série. C'est pour ça que parfois, quand on a un très beau dessin, enfin, on voit la citation et tout, mais on se demande, est-ce que c'est un mème? Est-ce que c'est un mème? Parce que moi, j'ai vu une série des photos représentant, je ne sais pas, deux hommes politiques se serrant les mains et les commentaires. On va voir quelque chose? Non, je vais rentrer à la maison, mon chat m'attend, ou bien que penses-tu du voyage, je ne sais pas, sur la Lune? Je n'ai pas envie d'acheter des fusées ou quelque chose comme ça. Alors, toute une série de mêmes photos auxquelles les internautes donnent des dialogues différents. Et à chaque fois,
s'est transformée. Je pourrais peut-être dans ce contexte revenir à la question de Madame la professeure Tomaszkiewicz. Donc, justement, le nombre des mèmes, le nombre des lectures, ça peut parfois montrer si c'est vraiment une petite équipe de politiques qui s'empare du sujet, qui propose des générateurs de mèmes, ou c'est une idée reprise vraiment par la toile. Quand on observe le marché américain, la toile américaine qui est... D'ailleurs, les mèmes Internet, c'est l'invention américaine, donc c'est vrai que c'est assez sophistiqué. L'encyclopédie des mèmes, c'est américain aussi. Donc, on peut voir on peut observer à l'aide des outils informatiques assez sophistiqués combien de lectures possèdent des messages postés sur la toile. Donc, par exemple, parfois des toutes petites phrases citées par les internautes de la communication politique pendant 2-3 jours ont, je ne sais pas, des millions de lectures. Donc, on peut dire, mais qu'est-ce que ça... Enfin, mais des millions de lectures, et ça se transforme aussi par des centaines de mèmes. Et on peut se demander qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça donne par rapport à la presse classique, n'est-ce pas? Même les sites aussi électroniques, des journaux où on compte le nombre de clics, ce n'est pas pareil. C'est pour ça me semble que dans une certaine mesure, c'est quand même libre, ça reste libre. Ça dépend de la communauté énorme des internautes et de ceux qui créent les mèmes, et aussi de la lecture de ceux qui s'intéressent. Ça influe énormément. À partir de 2015, ça influe sur la communication politique, au moins d'après les études américaines, ça influe énormément sur la politique. Merci. Merci beaucoup. Et la dernière question sera à Madame Nowakowska. Excusez-moi, entre parenthèses, au début, j'ai essayé de faire de formes d'adresse hybrides polono-françaises, donc interpellons les intervenants par Madame la professeure, etc. Mais je finis par me situer du côté français. Voilà, nous sommes donc dans une convention française. Alors, je voudrais bien le préciser, je suis bien consciente des titres et de toutes les éminentes personnalités qui nous ont jointes aujourd'hui, mais je me permets tout simplement d'en rester au nom. Alors, s'il vous plaît, Madame Małgorzata Nowakowska. Merci de la parole. Et merci surtout à Madame Bialska pour être officielle, puisqu'on est polonaise. Donc, Madame la professeure, je rigole. Et merci beaucoup parce que je reste vraiment impressionnée par ton courage de t'attaquer à un genre tellement sémiotique, voilà, et pas linguistique tout court. Et mes réflexions en t'écoutant ressemblaient un peu à celles de Madame Tomaszkiewicz, parce que moi, je pensais à la publicité, peut-être autre genre, mais à la ressemblance. Et justement, je me rappelle que dans la publicité, il y a aussi certaines citations, images stéréotypées, puis le jeu de la couleur, des trucs comme ça. Et à l'époque, je me rappelle qu'il était à la mode ce terme de multimodalité qu'avait aussi Madame Tomaszkiewicz. Et je me suis dit, pourquoi, je n'ai pas entendu, je suis arrivée en retard, pourquoi tu ne l'emploies pas? Mais tu as en partie répondu à cette question que ce n'est pas vraiment suffisant, etc. Donc, c'était pratiquement répondu, mais je me suis posé aussi une autre question, à savoir la différence entre l'énonciateur, ça veut dire ce qu'on a évoqué, c'était toujours énonciateur et pas auteur, et je me suis posé la question si on peut distinguer entre auteur, pour moi, égale producteur, parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est même d'origine, c'est quand même de la technique, je ne sais pas, ça doit être même une équipe, etc., des gens qui s'amusent, qui se spécialisent, etc. Et différence, est-ce que c'est possible et est-ce que ça a du sens de distinguer entre énonciateur et auteur? Voilà, c'est une question.
Dans la tradition de l'analyse du discours française, ça a toujours un sens, c'est-à-dire on fait la distinction entre l'auteur et l'énonciateur, et c'est pareil ici, c'est pareil. L'auteur, comme tu dis, c'est le producteur. Il y a eu des questions sur l'anonymat, n'est-ce pas? Donc il est anonyme. Voilà. L'énonciateur, c'est celui qui se matérialise, disons, par le choix de certains, n'est-ce pas, par la construction du message, dans le choix plus ou moins ironique, ludique, parodique ou je ne sais pas quoi encore, de ce message. Oui. C'est seulement, enfin, dans les séries d'eux-mêmes, il est difficile d'indiquer l'énonciateur, n'est-ce pas? Donc, pour un poème isolé, oui, il y a l'énonciateur, c'est celui qui propose ce même, mais il faut dire que ça arrive en série, donc c'est inspiré des autres mêmes. Ça, en termes de continuité thématique, on peut dire qu'il y a une continuité thématique en avalanche, comme ça, comme boule de neige. D'ailleurs, quand on analyse les mêmes sans informaticien, n'est-ce pas, sans outils informatiques assez sophistiqués, on peut toujours savoir, on peut pas savoir l'ordre des mêmes, n'est-ce pas? Et je crois que c'est pas possible. Et parce qu'on m'a posé cette question, mais oui, mais ça arrive dans quel ordre? Vous parlez du même d'origine, où est-il? Mais personne ne le sait. Il faudrait peut-être c'est investigable, peut-être on pourrait l'établir, mais la toile est quand même énorme, mais il y a peut-être des mèmes que certains internautes ont vus et analysés, et puis ça engendrait leur mème, mais les autres apparaissent en même temps, c'est simultané, c'est Kleischiff qui en a parlé, qu'en fait, on voit la communication comme complètement reconfigurée, que ce n'est plus le type de communication même qui s'approche, qui suit le modèle. Enfin, moi je te parle, n'est-ce pas, comme maintenant un peu. La toile, c'est différent. Il y a des groupes de gens, des milliers de gens qui produisent des messages en même temps, ça arrive, techniquement parlant, c'est toujours linéaire, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est difficile. Ma perception ne me permet pas quand même on peut se demander aussi quelle est la lecture des mêmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas linéaire, certainement, on ne va pas de gauche à droite comme le texte, on se concentre probablement sur le centre, sur le dessin du centre pour analyser le reste, et puis on essaie de joindre, de réunir le graphique avec le composant verbal, tout ça. Enfin là, je crois que c'est... Je suis hors sujet, hors la question que tu m'as posée. Oui, mais on a l'habitude toujours de faire cette distinction, l'auteur et l'énonciateur, toujours, même en analysant les mêmes. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette conférence encore une fois, Elżbieta, et merci à tous les participants d'être venus si nombreux en dépit d'une journée fériée. Donc, merci de nous avoir consacré votre temps, d'avoir honoré notre entreprise de conférences invitées. Donc, pour l'instant, nous estimons que c'était un grand succès et nous espérons pouvoir poursuivre à partir de l'année universitaire prochaine avec les conférences au moins aussi bonnes que celles que nous avons pu écouter cette année. Alors, peut-être notre présidente voudrait clore officiellement notre rencontre. Bernadetta, tu aurais un mot à ajouter? Merci Monica. En fait, je pourrais me joindre à ce que tu viens de dire et je tiens encore une fois à remercier notre conférencière, Elżbieta Bialska. Merci beaucoup pour nous avoir consacré votre temps et avoir partagé vos compétences. C'était vraiment des moments très appréciables, je pense, et aussi bien la conférence que la discussion a été très, très vive, très dynamique, très inspirante. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé ces moments. Et merci aussi à tous et à toutes les participants, participantes.
à tous mes collègues qui se sont quand même, enfin pas déplacés, enfin en tout cas, qui sont restés devant l'écran malgré le week-end. Et je vous invite dès à maintenant, après les vacances, à assister aux conférences suivantes. Je vous tiendrai au courant des sujets et des conférencières, bien évidemment. Je veux juste annoncer que dans les jours qui viennent, vraiment, on aura notre site Internet rénové et grâce également à la subvention de l'ambassade de France. Donc, je remercie encore une fois Christophe Paoli pour nous avoir aidés dans les démarches et dans l'obtention de la subvention. Donc, je partage cette bonne nouvelle avec vous. Et je vous invite dans les jours qui viennent, enfin notre informaticien est encore très pris par les questions de fin d'année et des protocoles et tout ça, mais ça viendra bientôt et donc je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur notre site internet. Je vous rappelle également que l'enregistrement de cette conférence et de la discussion seront bientôt disponibles également sur notre chaîne YouTube. Parce qu'on a notre chaîne YouTube Pléiada. Vous voyez, on est partout et on essaye de vous joindre par tous les moyens. Je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré, de vous avoir revu, d'avoir pu parler avec vous et je vous donne rendez-vous en mois d'octobre, novembre au plus tard. Merci. Peut-être jusqu'à ce moment-là, nous allons produire aussi un mème. Voilà. Voilà, je me sens encouragée. On a des clés déjà. Voilà, surtout grâce à Madame Biertzka, on a maintenant des clés pour y arriver. Il y a des mèmes sur les universitaires aussi. Hein. Il y en a sur les. Donc, en toute connaissance des causes, en connaissant les tenants et les aboutissants de la problématique, voilà, on s'y mettra. Peut-être on a aussi des artistes qui nous supportent. Donc, enfin bref, bonnes vacances à tout le monde. Oui, bonnes vacances. Bonnes vacances.